Bonjour à toutes et à tous. La question qui m'est posée, c'est de savoir quel avenir il y a pour l'agriculture en Europe. Je répondrai plus particulièrement en Europe de l'Ouest, où prédominent des exploitations agricoles qu'on qualifie souvent de familiales. Le premier élément de ma réponse serait de vous dire qu'il n'y a à coup sûr aucun avenir à, aux formes d'agriculture industrielle qui se sont tirés de l'industrie pour produire massivement, avec des grandes économies d'échelle, pour produire au moindre coût monétaire et conquérir des parts croissantes de marché, notamment sur le marché international. Ces formes d'agriculture sont sans avenir parce qu'elles ne peuvent plus guère être compétitives aujourd'hui sur le marché mondial avec de très très grandes exploitations qui existent, y compris parfois en Europe, mais plus particulièrement en Europe, on va dire, de l'Est. Et il faut savoir que sur le même marché commun agricole, il est difficile pour des fermes familiales de rester compétitifs avec ces grandes exploitations agricoles. Je prends l'exemple du blé. Un blé à 90 quintaux en Europe de l'Ouest, dans une ferme de 100, 200, 300 hectares, ne peut guère être compétitive avec un blé à 33, 35 quintaux en Roumanie sur une exploitation agricole de plusieurs milliers d'hectares. Il faut savoir que ce blé à 35 quintaux, certes le rendement est faible, mais le coût de production lui aussi est très faible, avec une très faible dose d'intrants chimiques, et évidemment le matériel, il est amorti sur des exploitations de plusieurs milliers d'hectares. Inutile de vous dire qu'il y a de réelles économies d'échelle. C'est l'un des blés les plus compétitifs sur le marché européen. Et si nos excédents de blé en Europe de l'Ouest, nous essayons de les exporter vers les pays du Sud, qu'on qualifiait autrefois du tiers-monde, il faut savoir que pour l'Égypte, l'Algérie, acheter aujourd'hui un blé ukrainien, pareil, sur des exploitations de même taille et de même rendement, non, non, notre blé à 90 quintaux, coûteux en intrants chimiques, en engrais de synthèse, en produits phytosanitaires, coûteux en consommation de carburant, ne peut guère être compétitif. Aucun avenir. Mais ça en est de même pour les betteraves à sucre. Produire du sucre aujourd'hui avec une betterave qui, du point de vue de la photosynthèse, c'est-à-dire la transformation de l'énergie solaire en énergie alimentaire, la betterave est moins efficace que la canne à sucre, mais de betteraves cultivées sous les nuages d'Europe de l'Ouest, ou en compétition avec la canne à sucre du Brésil, sous le soleil brésilien, notre betterave cultivée sur une petite ferme de même 500 hectares, même si c'est déjà grand 500 hectares, mais elle ne peut pas être compétitive avec une canne à sucre qui est produite sur des exploitations agricoles de plusieurs milliers, que dis-je, 40 000 hectares aujourd'hui au Brésil. Inutile de vous dire que les économies d'échelle là-bas sont bien supérieures aux économies d'échelle que nous pouvons obtenir dans des fermes familiales. Donc aucun avenir. Et pensez un seul instant qu'il faut continuer de produire de l'éthanol avec nos excédents de sucre en Europe de l'Ouest, mais il est évident que notre éthanol ne peut pas être compétitif avec l'éthanol brésilien. Mais il en est de même dans l'élevage. S'imaginer un seul instant que de la poudre de lait pour être exportée vers la Chine puisse être compétitive avec de la poudre de lait de Nouvelle-Zélande, plus proche de la Chine, sur des fermes pareilles de plusieurs centaines d'hectares, dans un pays où l'hiver est moins rigoureux encore que chez nous, où il y a moins à faire produire de foin et d'ensilage, mais pensez un seul instant que nous puissions être compétitifs, non, non, c'est une illusion totale. Et si on prend maintenant les poulets bas de gamme, les poulets de moins de 40 jours, élevés avec du maïs et du soja brésilien, pour être exportés vers les pays du Sud, pour ruiner les basses-cours du Niger et du Sénégal, pensez un seul instant que ces poulets que nous exportons à bas prix ces pays-là, pensez que le poulet élevé avec du maïs et du soja brésilien sur les marchés internationaux, compétitif avec des poulets brésiliens, où on produit le maïs et le soja là-bas sur place, alors que nous, nous importons le soja en question. Non, non, il n'y a aucun avenir pour des filières telles que ces poulets bas de gamme. En fait, il n'y a aucun avenir pour l'agriculture à grande échelle et notamment très utilisatrice d'intrants manufacturés, d'intrants chimiques pour accroître des rendements. Certes, nous sommes capables en Europe de l'Ouest d'avoir des rendements électriques très élevés, mais à des coûts exorbitants en termes monétaires
avec ces intrants en question. Mais en plus, nous savons aujourd'hui que cette agriculture industrielle, elle est aussi très largement dénoncée pour ses coûts environnementaux et sanitaires. C'est-à-dire que les pollutions engendrées par l'ensemble des produits chimiques, eh bien, pour que l'eau du robinet n'ait pas trop de nitrate, pour que l'eau du robinet n'ait plus d'atrazine, nous payons l'eau du robinet beaucoup plus cher que devrait être. Et finalement, ce coût n'est pas dans le prix du lait, il n'est pas dans le prix de la céréale, mais nous sommes quand même contraints de le payer quand nous achetons l'eau du robinet. Et il en est de même d'un point de vue sanitaire, les effets des antibiotiques, c'est-à-dire les antibiorésistances, le fait qu'à force d'ingurgiter tous les jours des antibiotiques, parce que ces antibiotiques sont dans la viande, ils sont dans la viande de poulet, parce qu'ils ont été shootés aux antibiotiques, parce qu'ils vivent dans des espaces confinés, eh bien écoutez, oui, ça nous coûte aujourd'hui très cher. En antibiorésistance, le médecin nous prescrit un antibiotique et ça n'a plus d'effet. Et ce coût, je ne parviens même pas à le mesurer en termes monétaires. Donc les externes négatives, les coûts cachés qui n'apparaissent pas dans le prix du produit, nous devons quand même les payer. C'est des coûts en maladie, des coûts sanitaires, c'est des impôts pour retirer les algues vertes du littoral. Et puis vous savez, aujourd'hui, l'une des principales craintes que nous pouvons avoir avec cette agriculture industrielle pour notre santé, et bien précisément les perturbateurs endocriniens, un grand nombre de résidus pesticides, notamment dans les fruits et légumes. On nous prédit que la jeune génération qui a été exposée depuis in utero, hein, la femme enceinte exposée à ça, jusqu'à la fin de la croissance, en tout cas après la puberté, cette génération qui a été exposée même à faible dose, mais de façon prolongée à ces âges-là, eh bien écoutez, on prédit à cette jeune génération une espérance de vie en bonne santé peut-être d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération. Vous avez vu que j'ai des cheveux blancs, mais à mon époque, quand à ces âges-là, nous n'étions pas exposés autant à ces perturbateurs endocriniens. Alors évidemment, ce n'est qu'une prédiction scientifique et certains nous disent, mais attendez, ce n'est pas avéré. Le glyphosate cancérigène, on s'interdit de dire cancérigène avéré. On ne dit que cancérigène probable. Et c'est vrai que les scientifiques s'interdisent de dire cancérigène avéré, parce que avéré, ça veut dire statistiquement avéré. Mais ce n'est qu'une prédiction. La statistique, nous pourrons la faire peut-être dans 8 à 9 décennies pour comparer les moyennes d'âge d'apparition de Alzheimer, Parkinson, les maladies neurodégénératives, pour les cancers du sein, les cancers de la prostate, les cancers hormonodépendants. Ce n'est que dans 8 à 9 décennies que statistiquement on pourra comparer les dates d'apparition de ces maladies. Donc les scientifiques vous diront, ce n'est pas avéré dans le sens, ce n'est pas statistiquement avéré, mais ne vous y trompez pas, c'est quand même scientifiquement démontré. Les endocrinologues, ceux qui connaissent la molécule, ceux qui connaissent bien le fonctionnement de nos glandes endocrines, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, eh bien, ont démontré les raisons pour lesquelles les relations de cause à effet entre cette exposition, même à faible dose, à ces âges-là, et surtout une exposition prolongée et très régulière, comment ça entretient un dysfonctionnement de nos glandes hormonales, hein, de nos glandes endocrines, et comment ça se traduit par des maladies qui étaient considérées comme des maladies du vieillissement, qui vont intervenir plus précocement. Mais c'est donc scientifiquement démontré. Donc, ne nous trompons pas, c'est dès maintenant qu'il nous faut se protéger, il nous faut nous protéger de tous ces coûts sanitaires en question. C'est l'application évidemment du principe de précaution. Mais rappelez-vous, il y a quand même une trentaine d'années, le groupe interétatique d'études du climat, qu'on appelle le GIEC, nous prédisait, à l'époque c'était une prédiction fondée sur une synthèse d'articles publiés dans des revues à comité de lecture, mais le GIEC, ce groupe interétatique, nous prédisait le réchauffement climatique global, nous prédisait le dérèglement climatique, cette intensité et une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes. Et certains disaient, mais écoutez, ce n'est pas statistiquement avéré, ce ne l'était pas il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, vous regardez par exemple en France la date des vendanges, statistiquement,
on voit bien que les vendanges sont en moyenne statistique une dizaine de jours plus précoces au cours de ces 30 dernières années, a été une dizaine de jours plus précoce que lors des 30 années antérieures. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est statistiquement avéré et le dérèglement climatique, la fréquence accrue des accidents climatiques à l'échelle mondiale, les accidents climatiques extrêmes, est à deux voies d'être statistiquement avéré. Mais nous aurions dû prendre nos précautions il y a déjà 30 ans pour que notre agriculture puisse s'adapter à ce dérèglement climatique. Et donc oui, l'avenir de l'agriculture européenne, et plus particulièrement dans les pays d'Europe de l'Ouest, eh bien, l'avenir, ça va être une agriculture qui va devoir s'adapter à ce dérèglement climatique, assurer des revenus plus résilients pour les agriculteurs, et ça veut dire un petit peu, je ne vous cache pas, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que l'agriculture moderne de demain en Europe de l'Ouest va devoir être impérativement une agriculture plus diversifiée pour qu'effectivement, quand le système de production agricole est affecté par un accident climatique extrême, une production végétale ou animale sera peut-être très lourdement affectée, mais l'agriculteur pourra quand même compter sur les revenus issus des autres productions qu'il aura pratiquées dans sa ferme. Donc l'avenir de l'agriculture européenne, déjà, ne serait-ce que pour l'adaptation à ce dérèglement climatique, va devoir être plus diversifié. Et il en est de même d'ailleurs pour l'écosystème, les écosystèmes agricoles, les écosystèmes aménagés par les agriculteurs. S'ils sont affectés par une grêle, s'ils sont affectés par une tempête, s'ils sont affectés par une sécheresse excessive, eh bien écoutez, écosystème, cet écosystème retrouvera ses potentialités productives, il retrouvera sa fertilité beaucoup plus facilement si cet écosystème est diversifié que si effectivement il est exagérément spécialisé, simplifié, car on sait que les écosystèmes exagérément simplifiés, les écosystèmes agricoles issus de l'agriculture industrielle, hein, je ne veux voir que du blé, pas un coquelicot, pas un insecte, rien d'autre, et bien ce type d'écosystème, ce sont les écosystèmes les plus fragiles face à ce dérèglement climatique. Donc, impérativement, l'agriculture, pour s'adapter au dérèglement climatique, va devoir impérativement diversifier ses systèmes de production, des rotations plus longues, des assolements plus diversifiés, une association agriculture-élevage plus poussée, plus intégrée encore. On n'y échappera pas, c'est un moyen de s'adapter. Mais on demandera peut-être aussi aux agriculteurs de l'Europe, d'une façon générale, de contribuer à l'atténuation de ce réchauffement climatique. Atténuer ce réchauffement climatique, ça veut dire émettre moins de gaz à effet de serre, moins de gaz carbonique. Ça, c'est surtout l'excès de labour. Quand on aère exagérément un sol, le carbone de l'humus retourne à l'état de gaz carbonique. C'est aussi de méthane, ça c'est le rumen des ruminants, mais surtout, pour ce qui est de la contribution de l'Europe de l'Ouest au réchauffement climatique, à son dérèglement, c'est le protoxyde d'azote, N2O pour ceux qui adorent la chimie. Ce protoxyde d'azote est un gaz 300 fois plus réchauffant que les gaz carboniques par unité de volume et il est émis quand on dépend des engrais azothèse, engrais azoté synthèse, eux-mêmes très coûteux en énergie fossile. Donc là, très clairement, l'agriculture moderne de demain va devoir être très économe en énergie fossile et cesser d'émettre ces protoxydes d'azote. Oui, l'agriculture moderne de demain va devoir s'adapter au dérèglement climatique et contribuer à son atténuation. Alors, est-ce possible? Et à quoi ressembleraient ces systèmes de production, ou plus exactement, à quoi vont devoir ressembler ces systèmes de production modernes de demain? Je dirais que ce sont des systèmes de production inspirés d'une agroécologie scientifique. Quand je parlerai d'agroécologie, j'en parlerai comme d'une discipline scientifique, la discipline des agroécologues qui essaie de rendre intelligible le fonctionnement et la complexité de ces écosystèmes agricoles, on dit agroécosystèmes, mais de ces écosystèmes aménagés par les agriculteurs. C'est d'une complexité incroyable, surtout si on les diversifie, et encore faut-il donc bien en comprendre le fonctionnement.
Mais l'agriculture, qui relèvera donc de l'agroécologie scientifique, eh bien, vous allez voir, elle est capable de produire, alors, des hauts rendements pour ce qui est de l'Europe de l'Ouest, peut-être pas tant, peut-être des rendements peut-être inférieurs, mais les coûts en intrants chimiques, en carburant et autres vont diminuer de sorte que la valeur ajoutée à l'hectare, c'est-à-dire le produit brut à l'hectare, moins ce qu'on a détruit dans les systèmes de production, les engrais, les produits phytosanitaires, les carburants qui ont été brûlés par le tracteur, une fois qu'on fait la soustraction entre ce qu'on a produit, le produit brut, et ce qu'on a détruit, tous ces intrants qui existaient et n'existent plus, la valeur ajoutée à l'hectare, alors là, oui, il nous faudra promouvoir une agriculture à très haute valeur ajoutée à l'hectare, qui se traduira sans doute par des rendements moindres, mais des coûts en intrants détruits encore moindres, et donc une valeur ajoutée supérieure. Par contre, je suis prêt à qualifier cette agriculture d'intensive à l'hectare, dans la mesure où elle va faire un usage intensif par unité de surface, un usage intensif des ressources naturelles les plus renouvelables et les moins coûteuses. Alors, petit cours d'agroécologie, si vous permettez, mais vous savez que dans notre alimentation, nous avons besoin d'énergie, de protéines, de minéraux, de fibres, d'antioxydants. Mais la première nécessité, c'est que tous les jours, nous ayons notre ration énergétique qui va nous permettre ensuite de dépenser cette énergie au travail, dans les loisirs, dans les déplacements. Et cette énergie que nous trouvons dans l'alimentation, le sucre, l'amidon, les huiles, les hydrates de carbone, d'où vient cette énergie? Ça nous vient du soleil. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas annoncé de pénurie d'énergie solaire avant 4 à 5 milliards d'années. Donc agriculture durable, vous imaginez bien, on va être capable. Mais l'idée donc, elle est de faire l'usage le plus intensif possible de ces rayons solaires et faire en sorte que tous ces rayons solaires, au lieu de tomber directement à terre, évidemment, on n'est pas obligé non plus de bitumer ces meilleures terres agricoles. Mais dans les terres agricoles, ces rayons de soleil ne doivent pas tomber directement à terre, mais doivent tomber sur des feuilles, feuilles vertes, capables de pratiquer ce qu'on appelle donc la photosynthèse, capables effectivement de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Donc l'agriculture moderne de demain, vous l'avez compris, c'est celle qui va permettre une couverture végétale verte la plus totale possible et la plus permanente possible en toute saison, hiver, printemps, été, automne, j'en conviens sous la neige, il n'y aura pas de photosynthèse, et la plus totale possible. Et la plus totale possible, ça veut dire association de culture. Déjà dans les pays du Sud, les pays du tiers-monde, on cite souvent le Mexique avec son maïs, et sous l'ombrage du maïs, le haricot, et sous l'ombrage du haricot, une plante rampante, une pastèque, une cucurbitacée, pour que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes et ne tombent pas à terre. Mais déjà, en Europe, je connais des agriculteurs qui, en grande culture, déjà sèment des lentillons contre leur rangée de blé. Les rayons du soleil qui ne tombent pas sur les feuilles de blé, eh bien, écoutez, tombent sur les feuilles de lentillons qui sont dans l'interligne. Et donc, on fait un meilleur usage des rayons du soleil qui tombent sur des feuilles vertes, capables d'intercepter l'énergie solaire et de fabriquer de l'énergie alimentaire. Culture associée. Par contre, il faut être honnête, il faut que les feuilles soient vertes, c'est-à-dire qu'une feuille morte ne pratique pas la photosynthèse, ne transforme pas l'énergie solaire en énergie alimentaire. Et là, très clairement, eh bien, il faut que la plante soit suffisamment alimentée. Vous savez que l'amidon, le sucre, les huiles, cette énergie que nous trouvons dans notre alimentation, ce sont des hydrates de carbone. Et la plante a besoin de carbone pour fabriquer le sucre, l'amidon et les huiles. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Tout le monde le sait. Elle le trouve dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Excusez-moi, je vous vois sourire. Non, pléthore de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre. Alors vous imaginez bien que si les agriculteurs d'Europe de l'Ouest, dans toute l'Europe, s'ils peuvent faire un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante va intercepter le gaz carbonique, va piéger le carbone, va relibérer l'oxygène, ce qui n'a jamais fait de mal pour nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, et pourquoi pas aussi de la paille, des racines, qui après récolte, si ça se décompose bien,
pour fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans la couche arable des sols, alors je suis vraiment pour l'agriculture intensive. Faire l'utilisation intensive des rayons du soleil renouvelables et gratuits. Ce qui n'est pas gratuit, c'est l'accès au terrain. Ça, oui, là, il y a un vrai problème de démocratisation d'accès au foncier. Mais une fois qu'on a accès à des terrains agricoles, l'énergie solaire nous est donnée gratuitement. Et le carbone du gaz carbonique nous est donné gratuitement. Donc faisons-en l'usage le plus intensif possible pour que la plante puisse effectivement pratiquer la photosynthèse. Mais il faut que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et pour rentrer dans la plante, il rentre par des petits trous. Ces petits trous, c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Et donc, il faut que la plante puisse transpirer correctement. Mais pour être transpirée correctement, vous savez que quand il fait chaud, quand il fait sec, quand il y a du vent, la plante transpire davantage. Et notamment au mois d'août, s'il ne pleut pas assez, eh bien, la plante elle a un avantage sur nous. Nous, s'il fait chaud et qu'il y a du vent et qu'il fait sec, il faut que nous buvions tout de suite de l'eau pour ne pas nous déshydrater. Mais la plante, elle, a cette capacité que nous n'avons pas, nous les humains, de pouvoir résister à la dessiccation, à la déshydratation, quand il fait sec, en arrêtant de transpirer. Certes, la température augmente, mais ça ne détruit pas d'emblée la plante. Et la plante, donc, pour ne pas se dessécher, va arrêter la transpiration en fermant les orifices par lesquels elle transpire. Ça se passe, on dit la plante résiste au stress hydrique, ça se passe plutôt vers les mois d'août, enfin plein été, quand il pleut moins et que la température est élevée. Et du coup, quand la plante cesse de transpirer pour ne pas se dessécher, elle ferme les orifices par lesquels elle était capable d'intercepter le gaz carbonique. Tel est bien le problème. Et du coup, vous l'avez compris, le plus important, c'est que la plante, pour prolonger la durée de la photosynthèse, doit prolonger la durée de transpiration, elle doit être suffisamment alimentée en eau, il faut emmagasiner de l'eau, en stocker dans le sol, et l'eau qui nous est donnée gratuitement, je suis désolé, c'est quand même l'eau de pluie. Certes, on sait qu'elle va être distribuée de façon de plus chaotique du fait du dérèglement climatique, mais nous allons devoir faire l'usage le plus intensif de cette eau de pluie dont la distribution est de plus en plus chaotique. Et ça veut dire qu'il faut empêcher tout ruissellement. Il faut que toute l'eau de pluie soit infiltrée et stockée dans les sols pour être mise en réserve pour la période où il va faire sec. Et donc, on va empêcher les ruissellements, c'est-à-dire que nous allons remettre des haies pour empêcher. Mais mieux encore, c'est la couverture végétale qui va nous permettre effectivement d'empêcher les petits filets d'eau de prendre de la vitesse, du poids, du volume, et du coup, l'eau finira par s'infiltrer. Et il faut aussi que le sol soit poreux. Moi, quand j'étais étudiant en agronomie, on m'enseignait le labour, un sol poreux. Maintenant, je sais qu'un excès de labour, un excès d'oxygénation, l'humus du sol va être oxydé et le carbone va retourner à l'état de gaz carbonique. Mais pour que le sol soit poreux sans labour ou avec des techniques culturales simplifiées, eh bien, il faut faire ouvert de terre qui vont creuser des galeries, au cloport, à la biologie du sol, peut-être même d'ailleurs aux herbes. Les herbes qu'on considérait un peu comme concurrentes pour l'utilisation de l'eau avec les plantes cultivées, eh bien, écoutez, parfois, empêchent le ruissellement, favorisent l'infiltration, et je connais des viticulteurs qui, entre leurs rangées de vignes, excusez-moi, maintiennent un tapis herbacé, l'eau ne va pas ruisseler le long du coteau, et même quand l'herbe est sèche, eh bien, figurez-vous que là où il y avait des racines, il y a une galerie, et dans cette galerie, l'eau va pouvoir pénétrer, et donc parfois maintenir un petit tapis herbacé entre des rangées de vignes, ça alimente davantage la vigne en eau pendant plus longtemps, on stocke de l'eau, la photosynthèse va durer plus longtemps, et donc oui, c'est la gestion de l'eau pour laquelle il nous faut être extrêmement rigoureux. Mais une fois que cette eau est infiltrée, il faut aussi faire en sorte qu'elle reste à hauteur des racines et que seul le surplus rejoigne la nappe phréatique. Et bien ça, c'est l'humus. C'est l'humus qui va retenir l'eau dans la couche arable à proximité des racines, et c'est cette eau qui est fixée sur ce que nous appelons le complexe argilo-humique, mais l'humus joue un rôle considérable, et bien c'est cette eau-là qui va pouvoir être restituée à la plante quand, du fait d'une moindre pluviométrie pendant l'été, eh bien écoutez, il y aura encore de l'eau disponible pour la plante qui sera restituée à la plante, l'humus va la restituer.
Et donc oui, il nous faut enrichir le sol en humus. L'humus, c'est beaucoup de carbone, je l'ai déjà dit, hein, c'est le carbone du gaz carbonique qui a servi à fabriquer de la paille, qui a servi à fabriquer des racines, et qui, après récolte, si ça se décompose bien, et bien effectivement, les microbes vont décomposer, permettent la fabrication de l'humus en question. Et ceci étant, les mêmes microbes, s'ils n'ont pas à ce moment-là très précis un petit peu d'azote, eh bien, excusez-moi, ces microbes ne vont pas pouvoir fabriquer de l'humus. Oui, nous avons besoin d'azote aussi dans l'agriculture, et pas seulement pour aider les microbes à fabriquer de l'humus, mais surtout pour fabriquer les protéines. Deuxième nécessité. La deuxième nécessité dans notre alimentation, ce sont ces protéines, protéines végétales, ensuite peut-être animales. Ces protéines, c'est des composants azotés, c'est les hydrates de carbone en question sur lesquels on rajoute de l'azote. Mais la troisième bonne nouvelle, c'est que l'azote qui sert à fabriquer les protéines, c'est l'azote de l'air. 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Pas de pénurie annoncée avant des siècles. Donc c'est cet azote-là qui sert à fabriquer des protéines. Nous allons en faire un usage intensif. Mais le problème, c'est que de rajouter de l'azote à un hydrate de carbone pour fabriquer une protéine, le coût est en énergie. Et là, il y a bien deux solutions. Les solutions de l'agriculture industrielle, dont j'ai déjà un peu parlé, c'est les engrais azotés de synthèse, l'urée, l'ammonitrate, celui qui explose, les sulfates d'ammonium. Ces engrais azotés de synthèse, on veut qu'un blé soit riche en protéines, on lui apporte des engrais azotés de synthèse qui ont été fabriqués avec de l'énergie fossile, du gaz naturel russe ou norvégien, pour ce qui est de l'Europe, et donc très coûteux en énergie fossile, et cet épandage d'engrais azotés de synthèse, je l'ai déjà dit, très émetteur de protoxyde d'azote, principale contribution de l'agriculture européenne au réchauffement climatique. Alors ça, c'est la solution désuète de l'agriculture industrielle. L'avenir, c'est les plantes de l'ordre des légumineuses, tous les agriculteurs les connaissent, c'est les luzernes, les trèfles, les sainfoins, les lotiers pour alimenter des ruminants, c'est le lupin, le soja, la févrole, le pois fourragé pour alimenter des cochons et des volailles, c'est les lentilles, les petits pois, les haricots, les fèves pour alimenter les humains. Les légumes secs riches en fibres, moins de cancer du côlon. Et tous les pays du monde, l'arachide au Sénégal, le niébé au Mali, le pois Congo en Haïti, tous les pays du monde ont des plantes de l'ordre des légumineuses qui sont capables d'intercepter l'azote de l'air, ce sont des microbes aussi qui les aident à faire ça, intercepter l'azote de l'air et fabriquer des protéines en utilisant l'énergie de la photosynthèse. C'est donc bien l'énergie solaire qui nous permettra de fabriquer des protéines via ces microbes qui permettent aux légumineuses de produire ces protéines. Donc oui, c'est impératif. Nous allons devoir en Europe de l'Ouest remettre des légumineuses dans nos rotations, dans nos assolements, et éviter ces importations de soja et tourteaux de soja en provenance des Amériques, Brésil, Argentine, États-Unis. Je ne vois pas pourquoi l'Europe, aujourd'hui déficitaire, elle est déficitaire pour quasiment les 3/4 en protéines végétales, principalement pour l'alimentation animale, pourquoi nous devons impérativement nous approvisionner dans les Amériques pour produire nos protéines végétales. Et sachez que si nous remettons des légumineuses dans nos rotations et nos assolements, certes, le blé que nous cesserions de produire parce que nous aurions les parcelles en question produit davantage de légumineuses et renoncé à produire des blés que nous produisons en excédent, certes nous exporterions un peu moins de blé vers les pays du Sud, mais en échange, nous importerions moins de soja et surtout de soja transgénique en provenance des Amériques, et nous importerions moins de gaz naturel russe et norvégien pour fabriquer des engrais azotés de synthèse. C'est-à-dire que même en termes monétaires, même en oubliant momentanément les coûts cachés, les pollutions, les nitrates dans l'eau du robinet, même en oubliant ces coûts cachés, en termes monétaires, il est plus intéressant de produire un blé à 50 quintaux fertilisé avec de la luzerne, c'est-à-dire un blé qui viendra en rotation après une luzerne, qu'un blé à 90 quintaux fertilisé avec des engrais azotés de synthèse. Et évidemment, en plus, moins de coûts environnementaux, moins d'émissions de protoxyde d'azote, moins de pollution de la nappe phréatique avec les nitrates. Donc oui, l'agriculture qui relève de l'agroécologie va être capable de faire l'usage intensif des rayons du soleil, du carbone, du gaz carbonique, l'eau de pluie et y compris de l'azote de l'air. Alors j'en conviens, il nous faut aussi trouver des éléments minéraux, le calcium, le potassium, le phosphore, et plus nous en ingurgitons dans notre nourriture, plus il faut envisager d'en remettre dans le sol. Et là, très nouvelle,
pour le phosphore en particulier, on nous annonce que d'ici 3-4 décennies, les mines de phosphate, je ne dirais pas qu'elles seront totalement épuisées, mais le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Les pays qui ont des mines de phosphate nous font déjà payer très cher ces phosphates, y compris le phosphate naturel, nous le font payer très cher dans ces perspectives de pénurie. Il nous faudra être très économe en phosphore, mais la plante en a besoin, nous en avons absolument besoin pour notre santé, c'est un constituant essentiel de toutes les cellules végétales et animales, et effectivement, il nous faut en trouver ailleurs que dans les mines de phosphate. Il y en a-t-il beaucoup? La réponse est quand même oui, mais le mais, c'est à faible dose, que dis-je parfois même très faible dose, dans la roche-mère. Entre nous et le magma, il y a des kilomètres de profondeur de grès, de schiste, de calcaire, de gneiss, de granit, et cette roche est altérée tous les jours, mais ça se passe en sous-sol. Et les éléments minéraux qui sont libérés par la roche-mère altérée, figureux, ne sont pas accessibles à une racine de blé, pas accessibles à une racine de sorgho. Mais ça peut être accessible à des racines d'arbres. Si les arbres, leurs racines sont suffisamment profondes, eh bien ces arbres sont capables d'aller chercher des éléments minéraux en sous-sol, aller les relever avec la sève, ça va dans les feuilles, et du coup, la feuille morte va tomber à terre et fertiliser la couche arabe. Oui, la culture sous parc arboré, le réembocagement, l'agroforesterie dans certains est capable d'alimenter le sol en les éléments minéraux venus de la profondeur. Et si en plus vous ingurgitez, vous êtes capable de fertiliser vos sols avec des champignons mycorhiziens, des champignons qui vont s'incruster dans la racine de l'arbre, dans la racine de la plante annuelle, qui vont développer un mycélium, vous savez, ces filaments de type moisi extrêmement fins, ces champignons mycorhiziens aujourd'hui sont capables d'aller débusquer des éléments minéraux qui sont déjà dans la couche arabe, mais coincés dans les argiles, de les débusquer alors que la plante par elle-même n'y arrivait pas. Et ces champignons mycorhiziens qui ont utilisé l'énergie de la plante, s'incrustant dans leurs racines, vont restituer à la plante parasitée, et du coup une synergie, une symbiose, on dira, mais ces champignons mycorhiziens sont capables de restituer à la plante en question les éléments minéraux qu'elle a débusqués dans les argiles, et même les éléments minéraux vont permettre de fertiliser nos sols en les éléments minéraux dont on craint qu'il y ait des pénuries, le phosphore en particulier, pour ce qui est des mines de phosphate. Et donc, oui, écoutez, je dirais que nourrir correctement et durablement les Européens sans produire des excédents et du tort aux pays du Sud en leur vendant à bas prix nos excédents, sans faire du tort aux Brésiliens, parce que je ne vous cache pas que quand je dis aux Brésiliens, il faudrait qu'en Europe, nous produisions par nous-mêmes nos protéines avec l'azote de l'air européen, les Brésiliens me disent qu'eux ne sont pas fiers de produire des protéines pour nourrir des cochons européens, alors qu'ils préféraient que leur soja puisse nourrir des Brésiliens. N'oubliez pas qu'au Brésil, là où prédominent de très grands domaines de centaines, de dizaines et parfois centaines de milliers d'hectares, les gens qui désherbaient et qui ont été remplacés par du désherbant, je suis désolé, aujourd'hui se retrouvent dans des bidonvilles et n'ont pas le pouvoir d'achat pour acheter des protéines, mais même c'est vrai pour le maïs, c'est même vrai pour la viande brésilienne. Les pauvres Brésiliens des bidonvilles n'ont pas le pouvoir d'acheter les produits au Brésil et qui du coup sont exportés en ce qui concerne les protéines végétales pour nourrir des cochons et des volailles. Non, c'est tous les peuples du monde, mais Europe comprise, qui doivent pratiquer une agriculture inspirée de l'agroécologie. Mais je me dois de vous dire, ce n'est que dans des exploitations paysannes, des fermes familiales, où les gens travaillent pour leur propre compte, où ils essayent de valoriser au mieux, de rentabiliser leur propre force de travail familiale. Ce n'est que dans ces fermes-là que l'on pourra promouvoir une agriculture diversifiée, résiliente, qui relève de l'agroécologie scientifique, qui fait l'usage des ressources naturelles renouvelables ou pléthoriques. C'est seulement cette forme d'agriculture-là. Parce que les formes d'agriculture prédominent, alors au Brésil, j'ai parlé, mais en Europe de l'Est aussi, en Roumanie, en Bulgarie, en Allemagne de l'Est et ailleurs, quand vous avez des milliers d'hectares, quand vous n'êtes pas vous-même travailleur agricole et que la rentabilité pour vous, ce n'est pas de rentabiliser au mieux votre travail, mais de rentabiliser au mieux le placement en capital qu'on fait dans ces immenses exploitations,
exploitants. C'est-à-dire qu'on compare le taux de profit dans ces grandes exploitations avec le taux de profit qu'on pourrait réaliser dans l'immobilier, dans le commerce et dans d'autres secteurs d'activité. La seule agriculture qui rentabilise un taux de profit au moins égal à ceux qu'on a dans les autres secteurs de l'économie, c'est l'agriculture hautement spécialisée. J'investis dans une gamme de matériel, je l'amortis sur des milliers d'hectares, je pratique la monoculture, un agroécosystème extrêmement simplifié, donc extrêmement fragilisé. Cette forme d'agriculture industrielle, c'est précisément celle qui est totalement opposée à l'utilisation des ressources naturelles et renouvelables gratuites, et c'est aussi celle qui est la plus destructrice de l'environnement. Celle-là, alors c'est ça le drame de notre agriculture, me semble-t-il, en Europe d'une façon générale, c'est que, écoutez, en Europe de l'Ouest, des gens qui travaillent pour leur propre compte sont aujourd'hui avec ce type d'agriculture destructive en Europe de l'Est, mais qui est capable de produire au moindre coût grâce aux économies d'échelle réalisées sur les gros équipements. Et évidemment, aujourd'hui, avec l'agriculture des pays d'Europe de l'Est, c'est qu'elle est exigeante en travail. Et oui, cette agriculture qui relève de l'agroécologie, elle est exigeante au travail, elle est aussi intensive en emploi. Est-ce grave de promouvoir une agriculture intensive en emploi dans des pays à fort taux de chômage? Bien sûr que non. Et si ça exige plus de travail, cette agriculture soignée, bichonnée, qui relève de l'agroécologie, diversifiée et autres, il faudra qu'elle soit correctement rémunérée. Et nous sommes à la veille de réformer la politique agricole commune. Il va de soi que la très nouvelle politique agricole commune devrait, au nom de la valeur ajoutée nette à l'hectare, au nom des moindres coûts cachés, au nom de la santé, de notre santé, au nom de ne pas faire du tort aux pays du Sud en leur exportant nos produits bas de gamme, au nom de ne pas faire du tort aux Brésiliens en important leur soja dont ils sont privés, eux, comme consommateurs. Au nom du bien-être de tous les peuples, notre politique agricole commune va devoir désormais utiliser ce que nous appelions des aides, des subventions, comme si les agriculteurs sont des mendiants qui ont besoin d'aide. Voilà. Non, il va falloir faire de ces producteurs, de ces fermiers d'Europe, il va falloir en faire des gens droits dans leurs bottes, fiers de faire un bon produit issu d'une agriculture qui relève de l'agroécologie. Vous avez vu que l'agriculture biologique, avec son cahier des charges, relève quand même très largement de l'agroécologie scientifique, même si c'est vrai qu'un pesticide naturel reste un pesticide, elle peut encore progresser. Mais c'est clair qu'un consommateur qui va acheter un produit bio, labellisé, certifié, une certification par une tierce partie, fait relativement confiance et au nom de sa qualité sanitaire est prêt à payer un peu plus cher. Donc oui, c'est une voie de solution, de pouvoir vendre des bons produits vendus un peu plus cher, mais il faudrait quand même pas que seuls les bourgeois bohèmes, on dirait en France, que seules les couches aisées, les plus fortunées, puissent acheter un bon produit. Et quoi qu'est-ce que l'on fait avec les couches les plus modestes? On continuera avec une production de masse aux, aux gens riches, les produits bio, et aux pauvres de la planète, les perturbateurs endocriniens, les antibiotiques dans la viande. Excusez-moi, je suis désolé. Non, 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 non. C'est toute notre agriculture qui va devoir opérer cette réforme radicale et il faut que la politique agricole commune rémunère le supplément de travail. C'est le paiement de services environnementaux. Quand l'agriculteur séquestrera du carbone parce qu'il a réassocié agriculture et élevage, il produit du fumier, il produit de l'humus. Quand il associera des légumineuses sous son couvert de céréales, et bien effectivement, les microbes auront le carbone de la céréale, ils auront accès à l'azote de la légumineuse, et donc on produira de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Toutes ces techniques qui sont capables d'intercepter du carbone, qui vont produire de l'humus, qui vont éviter l'érosion des sols, qui vont éviter les inondations de la vallée, qui vont imiter les émissions de gaz carbonique et même contribuer à l'atténuation du réchauffement climatique, c'est d'intérêt général. Ben écoutez, c'est le contribuable qui paye. Les agriculteurs seront correctement rémunérés par le contribuable, ce sont des impôts que nous payons déjà, c'est ce qu'on appelle les subventions de la PAC, vont devoir rémunérer les agriculteurs par la voie contractuelle en échange de cet service d'intérêt général. Les agriculteurs mettent des légumineuses, ça nous évite des importations de gaz naturel russe, moins d'énergie fossile, moins d'émissions de protoxyde d'azote. On va, avec les légumineuses, une plus grande biodiversité, ressusciter les abeilles et moins émettre de protoxyde d'azote, c'est un service d'intérêt général. Mais attendez,
je vous paye parce que vous nous rendez un service d'intérêt général par la voie contractuelle. Vous n'avez pas honte, c'est très bien au contraire ce que vous faites là, ça mérite d'être correctement rémunéré. Et vous mettez des infrastructures écologiques, vous remettez des arbres, et ça héberge les coccinelles s'attaquent aux pucerons, vous avez remis des abeilles, mais écoutez, ça va féconder le tournesol, le colza, les pommiers et les poiriers. Vous avez remis des nichoirs à chauves-souris, dans les hautes tiges, il y a des mésanges qui s'attaquent à la larve du capocaps, vous avez ressuscité une biodiversité sauvage qui nous évite les pesticides. Mais attendez, moi je vous paye, parce que vous nous rendez là un service d'intérêt général en installant dans vos fermes des infrastructures écologiques. Alors, écoutez, écoutez, tout ce qui est services environnementaux mérite d'être correctement rémunéré. Oui, oui, en rémunérant correctement les agriculteurs, les fermiers, sur leurs fermes familiales en Europe de l'Ouest, on rend un service d'intérêt général et on permettra à notre agriculture industrielle d'opérer cette transition agroécologique que nous avons impérativement besoin, à la fois pour la qualité de nos aliments, à la fois pour ne pas faire du tort aux pays du Sud déficitaires, à la fois pour ne pas faire du tort aux Brésiliens, à la fois pour l'environnement, à la fois pour le bien-être animal. Écoutez, oui, oui, il y a toutes les raisons, techniquement parlant, de penser qu'en Europe de l'Ouest, nous pourrions promouvoir, alors en Europe de l'Est, il aurait fallu, et il faudrait envisager quand même un jour d'opérer une réforme agraire. Un peu comme au Brésil, cette absence de réforme agraire fait que des gens, des anciens colcosiens qui avaient un petit jardin, écoutez, je suis désolé, en Pologne, les gens qui n'ont pas eu accès aux terres parce qu'on n'a pas fait de réforme agraire, ils sont devenus plombiers, ils vont aux îles britanniques dans les conditions que vous connaissez, avec l'accueil que vous connaissez. Faute d'avoir fait des réformes agraires, ça va être beaucoup plus difficile en Europe de l'Est de, évidemment, promouvoir une agriculture qui relève de l'agroécologie scientifique. Mais en tout cas, la survie de l'agriculture d'Europe de l'Ouest pour être compétitive avec celle d'Europe de l'Est ou l'agriculture des Amériques, à coup sûr, c'est celle qui relève de l'agroécologie, qui fera l'usage intensif de ce qui ne coûte rien en intrants chimiques et autres. Mais par contre, il faudra rémunérer le suivant de travail. Utilisons les aides de la PAC pour ça. Oui, techniquement, je suis très optimiste. Politiquement, écoutez, j'attends pas de savoir pour rester mobilisé, mais il nous faut impérativement réformer la PAC. Merci.